Salut Jimmy, merci d'être venu, c'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne. Je vais t'essayer de te présenter, je pense que bon, tu es déjà connu par beaucoup de monde, mais c'est toujours intéressant de se présenter, alors je te laisse y aller. Jimmy Casper, je suis ancien coureur cycliste professionnel. J'ai été professionnel de 98 à 2012. Donc j'ai été l'un des meilleurs sprinteurs français, on va dire, pendant ces 15 années de cyclisme. J'ai notamment gagné une étape du Tour de France en 2006. Et puis j'ai 42 ans, enfin je vais avoir 42 ans là, au mois de mai, je suis de 78. Je suis originaire d'une famille modeste de Montdidier, puisque je suis né à la maternité comme tout le monde, mais j'ai été élevé dans une caravane parce que j'étais fils de forain pendant 4-5 ans. Et puis on était trois frères, enfin deux sœurs et un frère au début en caravane. Et puis après, au total maintenant, j'ai trois sœurs et deux frères, on est six enfants. Moi je suis à peu près au milieu, je suis le troisième. Et puis issu d'une famille une famille nombreuse et assez modeste. Donc voilà, je pense que ça fait une belle expérience et puis ça a permis d'évoluer un petit peu. Reconversion réussie pour le coureur de Montdidier aux 61 victoires chez les pros. Il fait ses classes cette année dans une équipe où les maillots ressemblent à des tenues de camouflage et avant le départ, les consignes sont assez militaires. Vous enflammez pas. Surtout respectez vos distances respectives. 500, 250. Ça sert à rien de sortir 1 kilomètre et s'écarter à 600. Ouais, Étonnant de se retrouver parmi des cyclistes qui se partagent entre les courses et la formation militaire. Jimmy Casper, sportif de haut niveau à 20 ans, n'a pas fait son service, mais apprécie l'état d'esprit de l'équipe. On voit que c'est des gars qui ont l'habitude d'écouter la hiérarchie et c'est quand même plus simple de donner des consignes à des militaires qu'à des cyclistes lambda. Il aurait été bon capitaine dans l'armée, Jimmy Casper. C'est sûr que c'est un personnage qui aime donner, qui aime prendre soin de ses troupes et tout ça, donc je pense que ouais, ça aurait été pas mal, ça aurait été un bon capitaine, ouais, je pense. Ouais. Dans un peu plus de bornes, on va savoir un peu s'il y a des équipes qui veulent tenter quelque chose. Pas l'allure d'un militaire, Jimmy et ses deux boucles d'oreilles a joué les premiers rôles pendant 15 ans. Vainqueur du Tour de Picardie en 2006, l'un des meilleurs sprinteurs français est une aubaine pour l'équipe. Si on est à ce niveau-là, oui, il faut être un homme de qualité, autrement on n'y est pas. Pédagogue, Jimmy est avec ses 7 coureurs comme il était avec ses coéquipiers. Il transmet la cohésion. Je joue à domicile et moi je suis super motivé, donc j'aimerais que mes coureurs soient autant motivés que moi. C'est l'œil professionnel sur l'équipe qui nous aide à évoluer tous les jours et qui nous donne les conseils qu'il a connus tout simplement en course et sur les courses où il a couru et où il a gagné, quoi. Avec ses soldats, il part à l'assaut des 3 jours du Tour de Picardie, des 15 autres équipes et des 520 km avec pour conseil « Soyez des loups ». Alors ça c'est super ce que tu vas nous expliquer Jimmy, parce qu'on va comprendre l'importance d'en vouloir, d'avoir un bon mindset. Comme tu viens d'expliquer, tu n'étais pas, on va dire, prédestiné à avoir une carrière de cycliste professionnel. Dans ta famille, il y avait personne, je pense, dans ce milieu. Et puis, ouais, on peut dire que tu viens aussi de loin, ça c'est respectable. Famille de forains, comme tu viens de dire. Oui, mon père était forain, il avait un crève-ballon et puis un tir au fusil de chasse là, quand j'étais gamin, jusqu'à l'âge de 5 ans. Et puis après, de 5 ans à 9 ans, on a été sédentaire, en caravane sédentaire à Montdidier, comme des manouches, hein, on vivait comme des manouches, il faut dire ce qui est. Et par contre, c'est les plus belles années de ma vie parce qu'on était à côté d'une forêt, on était avec les cousins et tout. Donc c'était génial quand t'es gamin d'habiter à côté d'une forêt, et puis tes frères et sœurs. Et puis après, j'ai habité en maison vers l'âge de 10 ans, 10-11 ans peut-être. Et puis, ça a été un peu difficile au début. Mes parents, ils allaient chercher des colis au Resto du Cœur pour manger. J'ai été manger à la soupe populaire avec mes enfants. Donc on peut dire que j'ai pas eu une enfance facile, mais par contre j'ai toujours été très heureux, j'ai jamais manqué de rien. Mais je me rendais compte que mes parents ils galéraient un petit peu, quoi. Donc je pense que ça a aidé à se forger un mental aussi. Et puis après, j'ai découvert le vélo à l'âge de 13 ans et demi. Comment t'es arrivé justement dans le vélo, Jimmy? Justement, dans la famille, aucun sportif, il n'y avait pas vraiment de sportif. Mon père, quand il était jeune, avait fait un peu de boxe, un peu de foot, des choses comme ça. Mais un beau jour, j'ai un tract qui passe à l'école, comme quoi il y a une école de vélo à Montdidier. Et puis dans la semaine, il y a une brocante, mes parents faisaient des brocantes, et là, à Gratibu, un petit village à côté de Montdidier. Et je vois un vélo, un demi-course à 100 francs. Et à l'époque, 100 francs pour mes parents, c'était beaucoup, quoi.
Mais j'avais une jambe dans le plâtre parce que j'avais une verrue, enfin bref, une petite anecdote, j'avais mis un plâtre alors que j'avais rien finalement. Mais je fais une comédie avec mes béquilles, avec mes parents pour avoir mon vélo. Ma comédie a marché, j'ai eu mon vélo. Pendant 3 semaines, je faisais du vélo avec mon plâtre. Et puis, dès que j'ai pu aller à l'entraînement du club, je suis allé à l'entraînement du club. Et puis, quelques semaines après, j'ai fait ma première course que j'ai remportée ici à Ham. Ah ouais, formidable, c'est incroyable ça. À Ham. Et pour la petite anecdote, c'est que moi, je faisais en vélo, on fait des beaux virages, on rentre extérieur, intérieur, extérieur pour ressortir plus vite. Mais moi, je savais pas et je faisais comme des gamins. Je faisais mes virages au dérapage, comme je faisais en BMX. Et bon, ça m'a pas empêché, j'ai quand même gagné la course. T'avais quel âge à l'époque, Jimmy? 87, donc j'avais 9 ans. Ouais, donc j'ai dû habiter en maison vers mes 9 ans. L'année de mes 9 ans, je pense. Bon, première victoire, même si c'est l'école du cyclisme, t'avais quand même, on va dire, quelque chose dans les pattes parce que bon, tu n'avais jamais fait de vélo. Quand t'arrives, que tu gagnes, on voit quand même, on remarque quand même des choses chez les gamins, quoi. C'était peut-être. Oui, on voit des gamins qui en veulent, qui aiment se faire mal. Après, ça ne veut pas dire que ça va devenir des champions, mais il y a des gamins qui ont déjà un peu plus de tempérament, un peu plus de caractère que les autres. Nous, on était des gosses élevés à la dure. Avec mon père, j'ai démonté des moteurs de voitures pour récupérer les culasses d'alu pour vendre à la ferraille à l'âge de 8-9 ans. Donc je ne pense pas que tous les gamins fassent ça et je pense que ça m'a élevé un petit peu à la dure. Et pour moi, de forcer pendant 4 minutes sur une course de vélo, c'était rien. Et le gamin qui avait une cuillère en argent dans la bouche, peut-être que c'était quelque chose pour lui à l'époque. Et donc je pense que ça m'a donné une force que certains n'avaient pas. Ça t'a permis de construire un mental de guerrier qui t'a servi après dans le sport, la niaque, le fait d'en vouloir, de se surpasser, non? Ouais, je pense que après, au fil des années, on développe, on va chercher de nouvelles ressources qui nous font évoluer, avancer. Mais oui, forcément, ma base, elle est là. L'essentiel, c'est mes 10 premières années de ma vie, je pense, qui ont fait avoir 70% de mon caractère. Après, avec les années, j'ai évolué, j'ai grandi, on mûrit, on apprend des choses, on apprend toute notre vie. On se canalise. On se canalise. Parce que moi, par exemple, j'ai réussi ma vie. Je pense que je suis devenu quelqu'un grâce au sport, mais mes années de collège, mes années de lycée, mes professeurs se rappellent très bien de moi, mais pas pour mes résultats scolaires. Donc malheureusement, maintenant, je regrette, parce que après, avec la vie, je me suis rendu compte que j'aurais dû mieux bosser en anglais, notamment. Pour m'exprimer avec mes collègues coureurs cyclistes, ou après moins hésiter à aller évoluer dans une équipe étrangère. Ça m'a un peu bloqué parce que je ne parlais pas suffisamment anglais à l'époque. Donc voilà, on a des regrets quand même de ne pas avoir bossé à l'école, mais bon. On est jeune, on est bête, on ne sait pas toujours pourquoi on doit travailler à l'école, surtout que moi, mon père, il se débrouillait, on vivait de système D, et pour lui, ce n'était pas essentiel de travailler un minimum à l'école, donc pour moi, ça n'en est pas très important, puis c'était encore la génération où quand tu étais courageux, tu tapais la porte et tu trouvais du boulot, ce qui n'est plus le cas maintenant. Alors il y a quelque chose d'incroyable quand même, parce qu'on en parlait juste avant, t'es passé pro à 19 ans et demi. 19 ans et demi, le plus jeune cycliste à passer professionnel, c'est ça? Oui, c'est ça, en 98, il n'y avait personne qui était passé pro la deuxième année espoir. Donc comme moi je suis du mois de mai, ça fait que je suis passé pro à 18 ans et 6 mois. Et donc c'est hyper jeune, donc j'avais 19 ans le 28 mai. Alors moi j'ai connu ça, j'étais gamin, j'avais 20 ans pardon, je me trompe. Je devais avoir 12-13 ans le Jimmy, tu vois, 12-13 ans quand tu es passé professionnel, ça faisait beaucoup de bruit dans la région parce que tu étais très jeune, il faut le dire. C'était un peu une polémique d'ailleurs de passer si tôt pro à l'époque, parce que c'était pas dans la logique. Mais moi je suis passé pro à la Française des Jeux avec les Madio et justement je pense que ce qui leur a plu, pour la petite anecdote, on était 2 coureurs qui venaient faire un stage avec eux pour un test et moi je suis arrivé avec un vieux vélo de cyclocross pourri, mal réglé, les vitesses ne marchaient pas, sale et j'ai rien demandé au mécanicien, déjà j'étais surpris qu'il me prenne mon vélo, qu'il s'occupe de mon vélo, je ne m'attendais pas à ça et il y a un autre stagiaire qui est arrivé qui a dit moi en fait j'ai pas de vélo, il faudrait que vous me prépariez un vélo. Déjà, le gamin, il arrive, il demande quelque chose, il réclame son vélo. Moi, le lendemain, j'arrive, mon vélo tout propre, il était réglé. Génial. Le soir, qu'est-ce que je fais? Le mec, il me lave mon vélo. Le soir, qu'est-ce que je fais? J'arrive, j'en paye une bière. Je sais pas, c'est un remerciement, ça me paraît normal, quoi.
Et l'autre, le soir, il leur avait préparé un vélo tout neuf, un super vélo, et il n'était pas venu payer sa bière. Et après, sur le vélo, je me battais comme un chien, je faisais tous les panneaux au sprint, j'ai même réussi avec mon vélo de cyclocross pourri à taper des pros sur des pancartes. Donc déjà, je les avais épatés. C'est cool ça. Et puis, j'étais rincé tous les soirs, mais je me plaignais pas, je demandais même pas à aller me faire masser, alors que normalement, je devais me faire masser, mais ceux qui me disaient « Jimmy, t'as massage ?» Ah, génial et tout. Puis ils se sont dit « Putain, ce gamin, il a des bonnes valeurs. Quoi. Il est pas chiant. Il est pas chiant, il réclame pas sans cesse. » Et après, ils connaissaient mon histoire, ils disent « Moi, lui, il sait d'où il vient, quoi. Et il ne va pas nous embêter. » Et ils se sont dit, lui, il a du caractère. Un diamant brut, quoi. Il a du caractère, ouais, un diamant brut. Se dire... Marc Madiot disait de moi que j'avais de l'or dans les jambes. J'avais juste quelques pièces qui coinçaient. Alors, qu'est-ce que tu as ressenti qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là quand on t'a proposé ton premier contrat professionnel? Déjà, je ne m'y attendais pas parce que j'étais plus jeune, on savait très bien que c'était limite très tôt. Et j'étais chez moi à l'époque, il n'y avait pas le téléphone portable, ou alors des communications coûtaient tellement cher qu'on appelait sur les fixes en priorité avant d'appeler sur le portable. Et j'étais chez mes parents et j'étais avec mon ex-femme. Et d'un seul coup, on reçoit un coup de fil et là, il y a Yvon Madiot qui me dit bon, tu voudrais passer pro gamin? Ouais, tout de suite. Je demande même pas combien j'ai gagné d'argent. Ah ouais, ok, pas de problème. Il dit tu rappelles Marc Madiot. Ah ok, je raccroche, hop, je refais le numéro à Marc. Je décroche. Et là, entre-temps, il me dit t'as eu mon frère? Ouais. Ah, parce qu'il devait me rappeler pour savoir si tu voulais ou pas. Oui, je viens de raccrocher, mais je te rappelle déjà. Oui, je suis d'accord, je passe pro. Tu veux que je passe signer le contrat quand? Cet après-midi? Demain? Non, il dit attends, t'affole pas, on fera ça la semaine prochaine, il faut qu'on organise une petite conférence de presse, etc. Ah, ok. Il dit tu sais quoi? J'ai jamais eu un mec aussi rapide que toi pour dire oui, pour signer un contrat. C'est un scripteur. Et ça, j'ai dit oui, je ne savais même pas combien j'ai gagné d'argent, je m'en foutais. Mon but était de devenir cycliste pro, de gagner des courses. L'argent, c'était secondaire. De toute façon, on m'a toujours dit, gagne des courses, l'argent viendra après. Ouais, c'était ta passion le vélo, Jimmy, à l'époque? Alors, ma passion, c'était un moyen de me défouler. Et puis, tout petit, j'ai gagné des courses, donc ça a été un signe de reconnaissance un peu. C'était ce qui te permettait de t'éclater, de te lâcher Ouais, puis je pense que tout gamin, moi je vais parler vulgairement, mais j'étais un bon à rien. Je faisais rien à l'école, j'avais rien, aucune piste. Puis d'un coup, je me suis mis au vélo, putain, je suis bon au vélo. Et là, tout le monde m'a adulé, j'avais des courriers, des articles dans les journaux. Je dis, ouais, c'est quand même sympa. Bon, après, voilà, j'en ai fait en 89, j'ai arrêté 3 ans le vélo après. Tout simplement parce qu'il y avait un éducateur à l'époque qui avait changé, qui était beaucoup moins cool. L'éducateur qu'on avait, c'était Didier Baris, qui lui est un mec que je cite tout le temps, et c'est un mec extra, hyper pédagogue et tout avec les enfants. Et puis par contre là, lui, pour des raisons professionnelles, il avait arrêté en fin d'année, ça avait changé d'éducateur, et le feeling ne passait pas du tout avec. J'ai arrêté le vélo pendant 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, alors comme je vous dis, je viens d'une famille très modeste, je ne vais pas citer son nom, mais mon cousin me dit, si tu avais un vélo, tu recommencerais à faire de vélo? Ouais, pourquoi pas. À mon avis, il m'a donné un vélo qu'il avait échoué. Et ce qui est fort probable. Mais voilà, maintenant il y a prescription. Donc il m'a donné un demi-course certainement volé, que j'ai recommencé avec. Et puis premier entraînement en basket, sans pédale automatique et tout. Et je vais à l'entraînement avec mon frère Stanley, qui lui entre-temps avait commencé le vélo et avait continué. Qui est plus âgé, Stanley. Il est plus âgé de 3 ans et qui marche bien, mais zéro de confiance en lui par contre. Beaucoup de qualité physique, mais zéro de confiance en lui, donc ça l'a limité dans l'évolution dans le vélo. Et puis il va à l'entraînement avec un copain, moi je vais avec eux et on fait un panneau, un sprint, et en basket je les tape. Donc il faudrait peut-être que tu y remettes sérieusement. Puis je retourne à la première course avec des cales et tout ça, et je fais 8e de la course parce que j'étais minima. 8e, mais première de ma catégorie, c'était le championnat départemental. Je suis champion départemental à ma première course que je refais, quoi. Et alors quand tu as annoncé à ta famille que tu passais professionnel au début, ça s'est passé comment? Ils ont été surpris Non, ils étaient super contents parce que honnêtement, mes parents ils sont beaucoup dévoués, hein. Comme je disais, ils ne roulaient pas sur l'or. Mon père, il s'est toujours démené. En fait, dès l'âge de cadet, mon père, il a raté une vocation. Il aurait pu être un commercial de folie. C'était un marchand de tapis, mais de dingue. Et il allait pleurer chez les marchands de cycles, chez le boulanger, notre boulanger qui était un passionné de vélo, etc. Et il arrivait à me faire financer la plupart de mon matos. MBK me fournissait un vélo neuf à partir de cadet. Il me fournissait un vélo neuf pendant KD1, KD2 et junior.
Mon boulanger m'avait acheté une paire de roues Corima à bâton, une paire de roues Corima aussi haute comme ça. Okay, à l'époque, ça coûtait un bras. J'étais le seul qui avait ce matos-là. Par contre, en minime, mon père avait fait un crédit au marchand de cycle. Il lui donnait un chèque de je ne sais plus combien tous les mois pendant 1 an pour payer mon premier vélo. Et après, il s'est démené justement pour ne plus avoir à les payer parce que comme j'avais fait une médaille au Championnat de France, il a argumenté et puis il était tellement bon marchand de tapis et savoir me vendre et puis faire un peu comment dire, faire un peu pitié. Il dit j'ai pas de sous, mes gamins ils arrivent et tout ça, puis il arrivait à se faire payer des trucs quoi. Donc sur ça là-dessus il a toujours été très très fort et donc tous les week-ends il devait nous emmener aux courses, donc il devait payer l'essence. On mangeait 3/4 du temps, on bouffait des patates ou des pâtes à la maison. On n'était pas très riches, mais mes parents s'arrangeaient à faire en sorte qu'on ait de l'essence pour aller sur les courses le dimanche. Et je sais que voilà, ça leur a coûté beaucoup, mais je suis reconnaissant, c'est grâce à eux. Et parfois même, j'ai pas voulu aller m'entraîner. À l'âge de 16 ans, on commençait à sortir un peu, exactement. On est un peu branleur. Et mon père dit non, tu vas t'entraîner, sinon ça va chier, etc. Bon, des fois, il m'a forcé, mais finalement, avec du recul, de temps en temps, il faut peut-être insister sur un jeune qui baisse un peu les bras, il faut peut-être insister, sans trop exagérer non plus. Mais ça évite aussi de déraper et de partir. Bah oui, c'est facile de déraper, j'ai pas honte de le dire, mais mes copains de l'époque, ils ont dérapé, ils ont volé des voitures, donc voilà. Ouais, je pense qu'on a le même contexte, mon Didier Ham, tu vois, c'est pareil. Moi, le vélo, ça a été le moyen aussi de, quand j'étais sur mon vélo, Jimmy, j'étais pas en train de faire des conneries, tu vois. Complètement évacué. Le sport, c'est une des plus belles écoles de la vie. Moi, c'est le sport qui m'a fait grandir. Mes parents m'ont élevé, m'ont inculqué des valeurs. Mais ce qui m'a vraiment fait grandir, c'est le sport. Alors, tu passes pro à 19 ans et demi, Française des Jeux. Tu vas me dire à quel moment ça se passe. Moi, je me souviens d'une époque où je suis... tu connais ma famille, c'est des fanats de vélo. Je suis chez mes grands-parents. Là, il y a le journal et puis on annonce première victoire de Jimmy au Tour d'Allemagne devant Zabel, pas n'importe qui. Ce tour-là, tu décroches 4 victoires. Raconte-moi un peu, parce que juste avant, tu m'expliquais que tu voulais même pas aller au Tour d'Allemagne. En fait, la première étape du Tour d'Allemagne, c'est le 28 mai 99. Donc, je devais fêter mes 21 ans. J'avais déjà programmé tout à la maison. Mes potes venaient, on devait faire une fête. Alors, 1 an et demi après ton passage pro, quoi. Ouais, 1 an et demi après mon passage pro. Et là, je voulais faire une fête à la maison. Et puis, Marc Madiot m'appelle, il me dit Jimmy, tu vas aller au Tour d'Allemagne. Je réfléchis, je dis non, c'est pendant mon anniversaire, j'ai prévu faire une petite fête. Je dis non, Marc, non, le Tour d'Allemagne, je ne me suis pas super bien entraîné, l'allemand, j'aime pas ça, c'est moche, non, je le sens pas, j'essaye de négocier. Il me dit non, tu vas au Tour d'Allemagne. Parce qu'il savait que j'étais un peu branleur, je m'entraînais pas suffisamment à l'époque, j'avais pas encore compris qu'il fallait travailler dur pour réussir. Et je courais sur le talent, quoi, vraiment, c'est le cas de le dire. Et puis finalement, je vais au Tour d'Allemagne et je dis à ma femme, de toute façon, c'est simple. Soit je gagne la première étape, soit je tombe. Comme ça, si je gagne, le lendemain, j'abandonne, il ne me dit rien. Ou je tombe, je suis blessé, j'aurai une excuse pour abandonner et faire la fête à la maison. Et le premier jour, je prends des risques, mais inconsidérés. J'ai jamais fait un sprint aussi houleux dans un peloton. J'ai viré, j'étais sale. Il y a une forme de respect, il y a des règles quand même, des codes à pas transiger, quoi. Et moi, j'ai fait n'importe quoi, j'ai respecté personne, j'ai été très sale. Et le final, il faut que je gagne la première étape du Tour d'Allemagne. Devant Eric Zabel, à l'époque, c'était le meilleur coureur au monde. Combien de fois maillot vert ? 4 ou 5 fois, il était déjà 4 ou 5 fois maillot vert à cette époque-là. Après, par la suite, il a été 7 fois maillot vert du Tour de France, donc le meilleur sprinter du monde pendant je ne sais pas combien d'années. Et moi, j'arrive, 21 ans, je tape Zabel, quoi. Ça t'a fait quoi à ce moment-là, Jimmy, quand tu arrives à battre une pointure comme ça, quoi ? Tu y crois même pas, parce qu'en plus, moi, je ne m'étais pas entraîné pour ça. Si encore tu fais des efforts, tu dis, bon, là, je suis en forme, je peux peut-être rivaliser. Mais je ne m'étais pas entraîné, je n'avais pas envie de venir. J'avais juste envie d'essayer pour gagner ou de tomber. Et j'ai essayé de gagner et j'ai réussi. Niveau confiance, tu as dû prendre un pic de... Ah bah oui, ouais, là, après, au niveau de la confiance, c'est énorme, parce que je l'ai battu une fois. C'est possible. Tu as réussi à le faire une fois, c'est possible de battre à chaque fois. Alors tu l'as battu une fois, explique-nous après ce qui s'est passé pour réussir à en décrocher 3 autres de plus. Alors, le directeur sportif de l'époque, c'était Alain Galopin, qui est un des plus grands directeurs sportifs que j'ai eu. Lui me connaissait très bien, il savait que je pouvais être un peu branleur, j'avais envie, il avait tout de suite compris que je ne voulais pas être sur ce Tour d'Allemagne. Et il missionne mon meilleur pote de l'époque, Franck Perk, qui est un Picard aussi, et il dit, je te préviens, Franck, ta mission demain, c'est de ramener Jimmy dans les délais.
Parce que c'est des étapes un peu montagneuses. Il dit, s'il n'est pas dans les délais, ça va chier pour toi. Et là, lui, Franck ne m'en parle pas. Et moi, pendant l'étape, je me fais un peu distancer du groupe et tout. Et là, tu as Franck qui arrive vers moi et qui me pourrit. T'as dit à venir, à ramener. Je me dis, putain, j'ai jamais vu Franck s'énerver comme ça contre moi. Et là, il me dit, si je te ramène pas dans les délais, je vais me faire pourrir par Gallo. Ah bon, bah, je dis, bon, allez, mon pote, il va se faire pourrir. Alors, du coup, je le suis, il me ramène dans les délais. Et le lendemain, paf, deuxième fois Zabel. Improbable. Et le surlendemain, il y a un long faux plat, un virage à 400 mètres à gauche qui est plutôt plat. Et là, je dis avec le faux plat, je dis à Manu Magnin, c'était lui qui me lançait. Et puis Manu, il aimait bien les arriver un peu remonter comme ça. Je dis à Manu, bah écoute, je vais rester derrière toi. Et si à 400 mètres, quand on arrive au plat, si je suis encore là, j'essaie de déboîter Zabel, te lancer le sprint. Et puis après, je vais m'écrouler parce que moi, avec la montée, je serais pendu. Puis là, bah, j'arrive à côté de Zabel. Et Zabel, à 350 mètres, il me voit. Zabel, il lance déjà son sprint. Donc du coup, je lance à bloc. Je dis, Manu, il est dans mon aspi, comme ça, il va être royal. Puis à 200 mètres, je commence à avoir les jambes qui brûlent. Et je regarde derrière et je vois pas la roue à Manu. Manu, il a explosé. Et on est plus que deux. Moi et Isabelle en train de sprinter. Puis je dis, bon, bah, je vais jusqu'au bout. Et on jette tous les deux le vélo. Et là, photo finish. Et là, j'ai Isabelle qui m'en regarde. Je fais, je pense c'est toi. Et là, d'un seul coup, j'entends en allemand, Jimmy Casper. Et voilà, quoi, quand la chance, la réussite est là, tout est permis, quoi. Et puis pour la dernière étape, coup du sort, on était largués avec Franck Perck et il y a un train de marchandises qui T'avais vraiment tout avec toi. Ah oui, ouais, la chance, c'est la chatte carrément. Et un train de marchandises bloque le peloton devant. On revient une minute et là mon directeur sportif dit les gars, il faut rouler un bloc derrière, vous allez rentrer. Et à l'époque c'était Télécom pour dire Isabelle et eux ils n'ont pas vu le truc arriver, ils ne se sont pas mis à rouler à bloc pour ne pas qu'on rentre. Et je rentre. Et paf, le chien une quatrième fois. Donc là, j'avais gagné 4 étapes sur 8 au Tour d'Allemagne, devant le meilleur sprinter au monde. Et là, j'étais trop jeune pour aller au Tour de France. Et là, les médias, ils ont mis une énorme pression. La nouvelle star du sprint français, il est capable de gagner l'étape au Tour de France. Il a battu Isabelle, il faut qu'il vienne au Tour de France, il faut qu'il vienne au Tour de France, il faut qu'il vienne. Les frangins Madio ont un peu cédé. Ils se sont dit, bon ok, tu vas venir au Tour de France, mais tu feras que 10 étapes. Et ils m'ont gardé sous pression, ils m'ont fait courir, je rentrais chez moi 4-5 jours, pas plus. Après, j'ai été 2 fois chez Yvon Madio, chez lui personnellement, dans sa chambre d'amis, je mangeais tout avec eux à table. Ils m'emmenaient j'allais faire 150 km, après ils me faisaient faire 1 heure et demie derrière scooter. Ils avaient compris qu'il fallait cadrer le Jimmy, quoi. Ils m'ont mis en condition, hein, avec le recul, ils ont eu raison, c'est ce qu'il fallait faire. Et je suis arrivé sur le Tour de France, je marchais très très fort. J'ai pas gagné, je fais 3 d'une étape, mais parce que je me relève, parce que Tom Stills à l'époque me passe à 70 mètres, c'était à Saint-Nazaire si je ne me trompe pas. Il me passe à 70 mètres, du coup moi je voulais à tout prix gagner, 2e ou 3e place, ça ne m'intéressait pas. Je me relève et finalement je fais 3. Mais les 10 sprints, je crois que ma plus mauvaise place c'est 6 ou 7. Sur 10 sprints que j'ai fait, enfin les 10 sprints, non il n'y avait pas eu 10 sprints, il y avait 8 sprints. Donc j'avais fait un énorme Tour de France. Et puis après, par contre, au bout de 10 jours, j'étais sur les rotules et là, ils m'ont mis au placard en train de sécher. Là, j'étais au bout de ma vie. Ouais, c'était jeune quand même quand tu as toute cette pression-là, c'est pas facile. Jeune, et avec du recul, j'avais pas mal la maturité psychologique pour encaisser tout ça. Déjà, j'étais devenu une star d'un coup. Ouais. Au Tour, j'avais les médias, mais tous les jours, des conférences, des trucs comme ça. Et tu passais à la télé. C'est tout nouveau, tu passais à la télé. Le changement est peut-être trop brutal. Ouais, ça a été hyper brutal, et puis on n'a pas été accompagné, et puis j'étais pas prêt pour ça. J'étais prêt pour du sport, mais pas pour les médias, pas pour encaisser tout ça. Et puis d'ailleurs, en rentrant, au bout de 10 jours, j'étais lessivé, au bout de ma vie physiquement, j'étais vraiment épuisé. Et je rentre chez moi, je vais faire mes courses Leclerc-Montdidier, et là, les gens me regardent comme ça. Ah, regarde, c'est Jimmy Casper, il était à la télé. La semaine d'avant, j'étais venu faire mes courses. J'étais aussi Jimmy Casper la semaine d'avant, j'étais exactement le même. Mais tout le monde me dévisageait. Je suis le gamin du village, ils m'ont tous connu tout petit, enfin du village de la ville. Tout le monde me connaît, je ne comprenais pas pourquoi on me regardait comme ça, pourquoi on me dévisageait, pourquoi on me montrait du doigt. Et ça, je l'ai mal vécu, et donc du coup, j'ai une tante qui m'a prêté une caravane, et j'ai dit, il faut que je m'échappe, et on est parti en vacances avec ma femme, on est parti 1 semaine à Grégou-les-Bains, au milieu de nulle part là, et j'avais besoin de faire le vide, ouais, parce que j'avais du mal à vivre cette nouvelle notoriété.
Alors 61 victoires professionnelles, il y en a une, je suis obligé de t'en parler. Je pense qu'il y en a beaucoup qui t'ont posé des questions à ce sujet. Tu as gagné une étape du Tour de France, ça reste quelque chose de mythique pour un cycliste, c'est magnifique. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là quand tu remportes cette étape? On va vous mettre dans la vidéo justement ce sprint, moi je l'ai regardé de nombreuses fois. Et puis aussi comment ta famille a vécu ça, parce que moi je connais ton frère Steve qui me disait voilà, c'était la folie chez toi quoi. Alors bizarrement cette année-là en 2006 je suis chez Cofidis et je prends beaucoup de plaisir à être avec le groupe, mais je ne me mets pas de pression sportive parce que j'en suis à mon 6e Tour de France peut-être quand je vais sous le Tour en 2006 et ou 5e peut-être, mais enfin bref. Et, je m'étais mis beaucoup de pression les autres fois, je disais je vais gagner une étape, et là cette année, je prends du plaisir, on verra ce que ça donne. Voilà. Et cette fameuse première étape, la veille on a eu un contre-la-montre, je perds 24 secondes sur le contre-la-montre, c'était un contre-la-montre assez court, c'est Toroshev qui remporte le contre-la-montre, il est maillot jaune. Et sur cette étape, à 1,5 km, il y a Arnaud Coyot, mon meilleur pote de l'époque, malheureusement il est décédé maintenant. Mais Arnaud, il est là, et Arnaud, je vois qu'il est 2 places devant moi, et il se retourne et il me fait « Allez gros !» Et on a 1,5 km, mais ça roule à 67-68 km/h, et je suis à bloc. Je suis à bloc de chez à bloc. Et je dis « Putain, je peux pas gagner, je fais 1,5 km, je suis déjà à fond, je suis au point de péter. » Et je vois Nono qui me fait « Allez gros !» Et j'ai fait un effort, je me mets dans son aspi, et puis il me remonte, puis à un moment il y a une petite vague, puis moi j'ai un peu besoin de souffler, puis je reste dans la vague, et lui il part sur la gauche, et il se retourne, maintenant on est arrivé peut-être à 400 mètres, et lui il se retourne, et il voit que je me suis mis où il y avait de l'aspi, mais où j'étais un peu enfermé, donc du coup lui il décide d'emmener le sprint sur la gauche, et là il y avait Quickstep de l'époque qui emmène le sprint sur la droite, avec Tom Bonnen, qui a le maillot de champion du monde sur les épaules. Et lui, il l'emmène sur la gauche et ça crée une ouverture au milieu du peloton. Et moi, je devant moi, il y a un coureur qui commence à vouloir remonter aussi pour se replacer. Et ça à 400 mètres. Et donc il remonte. Et moi, j'arrive quasiment en tête, à 330 mètres, ce qui est extrêmement loin. Mais comme j'arrive de derrière avec de l'élan et avec de la vitesse, je n'ai pas à mettre la jambe au départ. Donc, ce qui m'a permis finalement, avec le recul, de tenir les 330 mètres. Parce que le coureur qui doit démarrer, après tenir 330 mètres, c'est trop long. Donc moi, j'ai pas eu ce fameux démarrage à faire, ou en tout cas beaucoup moins violent. Et j'arrive à côté de Tom Bonnen, et bizarrement, quand tout va bien, on réfléchit à tout. Et là, je me suis dit, bon, Tom Bonnen est en tête trop tôt, il faut que je vienne me placer devant lui, pour que ça soit McEwen ou Zabel qui prennent mon aspiration. Parce que je savais que Bonnen avait craqué. Donc je viens me placer devant lui, lui il essaye dans la roue, puis à un moment, lui il craque. Et il y a McEwen et Zabel qui, eux, viennent chercher l'aspi. Et au dernier moment, on voit que les deux profitent un peu de l'aspi, puis ils reviennent sur le côté, mais j'attendais les 50 derniers mètres. Je dis c'est pas possible, je vais pas y arriver, mais j'essaie, je rêve jusqu'au bout. Parce que je passe la ligne, puis là je lève pas les bras, j'ai juste un cri, je crie et je me mords le doigt. Je dis putain, je l'ai fait. Putain. Alors que tu t'y attends pas, McEwen dans la roue de Toroshev. Alors on va assister à un superbe sprint qui va lancer les hostilités. 500 mètres de la ligne, 500 mètres de la ligne. Pour l'instant, Robbie McEwen est très bien placé. Et c'est Tom Bonnen, regardez, qui s'est retrouvé. Oh là là, il a fait un faux sprint. Oh là là, faux sprint. Tom Bonnen, regardez sur la gauche. Tom Bonnen. Qui va sortir en plus? On ne sait pas. Ça y est, c'est parti. C'est parti. Tom Bonnen qui fait une grosse accélération, grosse impression. J'ai l'impression qu'un coureur également de chez Cofidis est là. Voilà, Bonnen est dépassé, Bonnen ne gagnera pas. Bonnen ne gagnera pas. Cofidis a gagné. C'est Jimmy Casper qui gagne. Oui. Jimmy Casper. Victoire extraordinaire de Jimmy Casper. On avait du mal à y croire, on l'a vu surgir. Bonnen est parti trop tôt. Je n'ai pas pour gagner, juste pour prendre du plaisir. Voilà, j'en ai eu du plaisir. Alors, qu'est-ce qui s'est passé après Jimmy? Après, tout de suite après la ligne, je tombe dans les bras de mon assistant et on saute dans les bras. Mais par contre, je suis à bout de souffle et j'ai besoin de reprendre de l'air. Et je m'assieds le long des barrières et je me mets comme ça et je suis comme ça. Mais en même temps, je dis putain, profite de chaque moment, savoure, je prends le temps. Ouais. De dire qu'il faut que tu prennes du temps d'analyser ce qui se passe autour de toi, de ce moment de bonheur, parce que
tu sais que ça va pas arriver 10 fois dans une carrière, ou alors ça arrivera, mais peut-être 2, 3 fois. Et j'y profite de ça parce que tu es en train de vivre un truc extraordinaire. Et donc je me prends 30-40 secondes déjà pour récupérer, puis j'enregistre tout ce qui se passe autour de moi, les bruits, les journalistes qui essaient de venir me filmer et tout. Et puis après, je reprends un peu mon esprit, je dis il faut que j'y aille. Et puis après, après tu as des coéquipiers qui passent, qui te félicitent et tout, c'est la joie. Mais pendant ces 40 secondes-là, j'ai aussi un petit moment de tristesse, c'est que je me dis, putain, j'aimerais partager ça. J'ai mes coéquipiers qui viennent, tout ça, mais c'est pas ma famille. Ouais. Et j'aurais rêvé que mes parents soient là, mes frères et sœurs soient là et qu'on se saute dans les bras. Voilà, ça aurait été un truc de ouf. Mais bon, voilà, après, on était à Strasbourg, on est à 600 km de la maison, ça coûte très cher de se déplacer. Au moment du tour, tu ne peux pas trouver d'hôtel, etc. Donc, je comprends que vous n'allez pas suivre tout le Tour de France non plus tous les ans. Donc voilà, mais ce moment, j'aurais aimé qu'on partage tout ça ensemble. Dans ces moments de gloire, c'est vrai que dans ces moments de gloire, de succès, c'est vrai que c'est un peu égoïste parce que tu le vis seul, tu aimerais que tout le monde soit là. Malheureusement, c'est pas possible. Mes parents, ils ont contribué à ma réussite, mon frère, mes frères et sœurs. Tu les as eu au téléphone le soir Ouais, aussitôt que j'ai pu récupérer mon téléphone, mon premier truc que j'ai fait, je crois que j'ai dû... je sais même plus qui j'ai appelé en premier, mais j'ai appelé tout le monde. Et par contre, un truc qui m'a fait rire, c'est mon frère avec sa femme de l'époque. Lui, sa femme était dans le jardin, et lui, il me voit gagner, d'un seul coup, il crie, mais quand il crie, c'est... Et elle, sa femme, elle est rentrée en panique dans la maison, parce qu'ils ont 2 enfants, ils pensaient qu'il était arrivé quelque chose aux enfants, tellement qu'ils hurlaient dans la maison. Et donc ça, c'est extraordinaire. Si j'aurais pu avoir à l'époque une GoPro qui filmait chaque émotion de ma famille, ça m'aurait suffi, parce que je sais qu'ils ont tous... c'était tous... tu leur as offert un moment mon de père, incroyable. Mon père, après, quand je suis rentré à Montdidier, on a fait une réception pour fêter ma victoire. Et on a trinqué au champagne. Et mon père, c'est un ancien alcoolique, mon père. Il a arrêté de boire il y a plus de 30 ans. Et il ne boit plus du tout d'alcool. Et par contre, il dit, pour fêter ça, je veux boire une coupe de champagne avec toi. Je dis, non, papa, ça me ferait plus plaisir que tu ne la bois pas. Et tu sais ce qu'il a fait? Il s'était versé sur la tête. Oh, super. C'était extra. Ça reste... on a partagé le champagne de notre victoire. Lui, à sa manière, parce que je ne sais pas qui boit. Et voilà, quoi. Donc c'est des moments comme ça reste marqué dans ma vie. C'est génial. Quand tous les ans, je suis consultant aussi, je suis ambassadeur sur le relais étape, je suis relations publiques sur le Tour de France, et je visionne tous les jours, je raconte ce sprint aux gens. Et tous les jours, j'ai des frissons. C'est vrai? Ouais, tous les jours. C'est génial. Alors le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Alors en même temps, on va parler d'une légende, d'une fausse légende. Le lendemain, qu'est-ce qui se passe? T'as les jambes, t'as des ailes, c'est quoi? T'es en forme? Parce qu'au niveau de tes jambes aussi, il y avait une légende qui disait que Jimmy Casper ne pouvait pas avoir 2 porte-bidons sur le vélo. Ça, tu m'as dit que c'était faux? Ça, c'est la légende de Jimmy. Ah ouais, c'est vrai que t'as des mollets énormes, Jimmy. Ouais, j'ai des gros mollets. C'est marque de fabrique. Les bodybuilders seraient jaloux. Oui, je pense qu'ils peuvent être jaloux. Ouais. Mon père a 47 de tours de mollet, il ne fait pas de sport. Et moi, j'avais 43-44 cm de tours de mollet. Moi, je faisais du vélo, mais ce qui fait que pour un cycliste, c'est énorme. Mais par contre, voilà, mes mollets sont à 5 mm du bidon. Si je serre les genoux, oui, je les effleure, mais ça ne m'empêche pas de pédaler avec. Et donc, on va parler, Jimmy, si tu le veux bien, de la motivation, du mental, du mindset. À ce niveau, quand tu es professionnel, je vais te donner mon avis, Jimmy. Je compare toujours un entrepreneur à un sportif. Tu dois essayer d'avoir à la fois l'hygiène de vie, même si voilà, on n'est pas les plus sérieux, mais on essaie d'avoir une hygiène de vie. On essaye aussi d'avoir un mindset, ça te permet de traverser les difficultés quand tu as le moral à zéro, quand tu n'es pas motivé, de te rappeler pourquoi tu te bats, te rappeler d'où tu viens. Tu en as un exemple aussi. Chez toi, qu'est-ce que tu penses du mental, du mindset chez un sportif, chez toi qui a été sportif de haut niveau professionnel? Moi, avec le recul, et j'ai été directeur sportif, je préfère que mes coureurs soient bien dans leur tête avant de bien s'entraîner. Quelqu'un qui est bien dans sa tête, qui déjà psychologiquement va bien, qui prend du plaisir et qui sait où il veut aller. Et il se prépare mentalement pour ça. Et après, tu fais de la prépa physique. Et déjà, quand tu as ces 3 éléments-là, la prépa physique, c'est simple, c'est très simple, tu t'entraînes. Il n'y a pas 36...
Après, tu peux améliorer avec des techniques d'entraînement. Mais le coureur qui a ces trois-là, il performera de toute manière. Et après, avec la qualité d'entraînement, on va aller chercher les 2-3 derniers pourcents. Mais par contre, s'il y a un de ces trois-là qui est enrayé, il y a un pilier qui ne va pas, quoi. On va sortir 80-85% du bonhomme, c'est tout. Donc c'est hyper important d'avoir un mindset au top pour pouvoir performer. J'ai fait une formation, management, coaching et prépa mentale. On était des sportifs, des cyclistes, des anciens footballeurs professionnels, des entraîneurs de football, des gens de l'entreprise, et tout est identique finalement. Voilà. On change les termes, on a les mêmes besoins finalement. Tu as des objectifs, des envies de gagne, des besoins comment les atteindre, comment les réaliser, qu'est-ce qui te motive à vouloir faire ça, qu'est-ce qu'il faut mettre en place. Toi, comment s'il faudrait essayer de, peut-être pas, définir, c'est le terme, comment tu pourrais toi définir le mental que tu avais? Tu te considérais comme un guerrier, est-ce que tu avais une particularité? Je pense que j'avais une force mentale de résistance par rapport aux autres. Quand je m'étais fixé un objectif, je ne dérogeais pas. Je pense que c'est une vraie force mentale. Après, bon, j'avais des faiblesses, hein, mais moi, peut-être un de mes exemples que je suis le plus fier, bizarrement, c'est mes deux dernières j'ai fait 2 fois dernier du Tour de France. Et une fois avant-dernier. Je faisais 1m75, 75 kg. Et c'est très lourd dans la montagne, c'est un calvaire. C'est clair. Et plein de copains à moi m'ont dit, mais attends, Jimmy, t'as passé 1h30 ou 2 heures tout seul. Parfois, j'ai passé même plus. Hein. Une fois, j'ai fait 140 km tout seul sur une étape de 160. Je me suis largué au bout de 20 bornes. Mais comment tu fais pour résister, pour te battre, à l'époque, je ne connaissais pas la prépa mentale. Je dis, c'est simple. Je dis, avant le départ, déjà, je calcule la moyenne horaire à peu près du peloton. Ça va être sensiblement 36, 38 de moyenne. Après, on a des délais, sur le Tour de France, on a des délais. Donc je sais qu'avec les délais, avec les 12 ou 13% qu'on va avoir, je sais que moi, il faut que je fasse 32 de moyenne, par exemple. Donc je me bats contre ces 32. Je ne me bats pas pour essayer de suivre les 39, je me bats contre ces 32. Et à l'entraînement, 6 mois avant, quand j'étais dans la plaine en Picardie, vent de face pendant 1 heure et que je faisais 21 km seulement en 1 heure parce qu'il y a un vent à 70 km/h, dans ma tête, je me disais, mais pendant le Tour de France, ça va être ça des fois. Je vais devoir me battre pendant 1 heure contre moi-même. Et je me préparais à me battre contre moi-même. Et ça, moi, je savais que quand j'arrivais au Tour de France, j'allais avoir des étapes seules contre moi-même, donc j'étais prêt à ça. Et donc je l'acceptais. Et les autres, ils ne pensent pas à ça. Enfin, je pense que la plupart ne se préparent pas à vivre une journée de galère. Et moi, je me préparais à galérer, en fait. Et ce qui fait que j'arrivais à affronter cette galère, et j'arrivais à aller au bout du Tour de France avec des qualités médiocres de résistance. Si on peut comparer un coureur, il y a des coureurs qui sont des gros moteurs, c'est des V8, et il y a des autres, ils ont un V8 avec un turbo, les grands champions. Et il y a des petits coureurs comme moi je suis un moteur d'R5 Alpine, qui a un turbo qui tape très fort, mais par contre si je tape 3 fois dedans, il explose. Mais je faisais avec mes moyens, et je connaissais mes moyens, et je les exploitais au maximum grâce à mon mental. Tu vois, je compare, c'est très bien ce que tu viens d'expliquer, Jimmy, je compare toujours un humain, à la mécanique d'un humain, à la mécanique, tu vois, de ce que tu viens d'expliquer d'un véhicule. Tu as des Ferrari, tu as des Porsche, tu as des R5, et puis parfois tu as aussi des carrosseries de Ferrari, mais à l'intérieur, c'est un moteur d'R5 et vice-versa, tu vois. Mais le mindset, pour moi, ça reste un pilier vraiment primordial pour réussir dans le sport ou dans le business. Et il y a un bel exemple de ça, Jimmy, parce qu'en apparence, tu vois, dans le passé, on pouvait penser, voilà, Jimmy, c'est quelqu'un qui est cool, qui aime bien blaguer ou autre, mais tu peux pas avoir ces résultats-là si tu n'as pas un mindset en béton, tu vois. C'est l'image que je dégage. Je vais parler vulgairement. Il y a plein de gens avec qui j'ai commencé à travailler, ils me disent, putain, Jimmy, c'est un branleur. Parce que je rigole facilement, je suis bavard et tout. Je ne suis pas le dernier à boire une petite bière, mais par contre, voilà, quand je suis dans le boulot, je suis dans le boulot. Il y a des moments pour tout. Il y a vraiment des similitudes. Il y a des moments pour bosser. Et maintenant, après, les gens, quand ils, par exemple, chez Cofidis, je suis arrivé, ils me disent, ouais, bon, voilà, tu as un peu une réputation de branleur. Chez nous, c'est comme ça. Je dis, écoutez, avant de me juger, apprenez à me connaître, vous verrez bien. On fait le premier stage. À chaque fois, je partais une demi-heure avant, je rentrais 1 heure après les autres. Et là, les gars,
C'est pas si branleur que ça en fait. Oui, il parle beaucoup, il parle fort, il amuse la galerie à table. En fait, finalement, c'est pas mal parce que c'est un gros bosseur, il donne l'exemple aux autres pour bosser. À table, il détend l'atmosphère parce que c'est important aussi. Et le fait que je prenne du temps pour rigoler et tout avec eux à table, ça fait que tout le monde restait, on parlait, on faisait de la cohésion. Et finalement, ils se sont dit, en fait, t'es un élément moteur dans l'équipe, t'es même un leader naturel. On me disait de moi que j'étais un leader, je cherchais pas à être leader, mais j'étais un leader naturel sur le fait que les gens ont envie d'être avec moi parce que j'apporte du bien, du bonheur, mais aussi des bonnes vibrations. Ils voient que je veux bosser, je veux réussir. Donc les gamins, tu peux pas arracher 61 victoires, Jimmy, en étant seulement avec la classe, tu vois ce que je veux dire? Non, j'aurais gagné 25-30 courses avec la classe. Voilà. J'aurais pas gagné 61 courses, j'aurais pas gagné une étape du Tour de France, j'aurais pas fait 6e dans le championnat du monde, sans un gros travail, un gros mental, ça c'est certain. Et alors, une question, Jimmy, sur... tu as la carrière professionnelle, voilà, tout se passe bien, etc. Mais après, comment tu prépares aussi la post-carrière? Comment tu fais quand tout s'arrête? Alors, toi, comment ça s'est déroulé, en fait? Tu as décidé d'arrêter ou c'est les aléas du cyclisme? Comment ça s'est passé? Alors, en 2010, déjà, j'avais... une opportunité, disons qu'il y avait le brevet d'État pour être directeur sportif qui se présentait, il y avait des sessions d'athlètes de haut niveau qui allaient s'arrêter, les sessions d'athlètes de haut niveau, il aurait fallu passer en candidat normal, quoi. Et je me suis dit, ma carrière va bientôt s'arrêter dans 2, 3, 4 ans, je me suis dit, tiens, il faut peut-être que je passe ce diplôme. Donc déjà, j'ai passé ce diplôme en fin d'année, je me suis dit, tiens, je me verrais bien directeur sportif parce que c'est ma passion, j'aime le côté social du vélo, d'être tout le temps avec les gars, d'affronter les difficultés, d'affronter les réussites, d'avoir les émotions qui vont avec la réussite et tout. Et je me suis dit, je vais essayer d'être directeur sportif. Et pendant un an, après, j'ai été directeur sportif avec Nogent, un club amateur Picard. J'ai eu un très bon directeur sportif amateur, Pascal Carlo, qui m'a formé et qui est un très bon directeur sportif. Maintenant, c'est un ami. Mais j'ai beaucoup appris et puis j'ai eu une opportunité qui s'est présentée l'année d'après. David Lima da Costa qui montait l'équipe de l'armée de terre au statut professionnel, donc continental, ce qui serait l'équivalent de la 3e division pour le football. Et il me propose ce projet. Et là, je me dis, c'est peut-être, il faut foncer parce que c'est un magnifique projet. Et justement, je vais pouvoir m'éclater. On n'avait pas une grosse pression, on était 3e division. Il fallait juste qu'on essaye d'avoir des bons résultats. Au début, on ne parlait même pas de gagner. On voulait juste montrer qu'on était capable, que c'était aussi une manière de véhiculer l'image de l'armée de terre, que les militaires c'était aussi des sportifs et c'était pas aussi que des bonhommes qui avaient tué les autres dans d'autres pays, etc. Donc c'était aussi un message fort pour les jeunes, qu'il n'y avait pas que la guerre dans l'armée, il y a plein de choses, il y a plein de métiers, et puis il fallait redorer un peu l'image des armées, tout simplement. Et puis on y a pris énormément de plaisir, et puis au bout des 3 années, l'équipe a fait que évoluer sportivement. On marchait de mieux en mieux et je pense que... Tu avais Eddy Seigneur avec toi, il me semble, non? Ou je me trompe? Non, Eddy n'était pas dans le projet. Et on était 4 directeurs sportifs, David Lima da Costa, le manager, Cédric Barre, qui maintenant lui est directeur sportif de la FDJ Filles, et Vincent Bengochea, qui lui maintenant est directeur sportif dans une DNA à Toulouse-Blagnac. Comment ça se passe, Jimmy, quand tu passes du sportif, du cycliste, du sportif professionnel au lendemain, même si tu es directeur sportif, tu dois quitter ce rôle de cycliste. Comment tu le vis à ce moment-là? Au début, moi, je l'ai pas accepté tout de suite parce que mon arrêt, je ne l'ai pas souhaité. J'étais chez AG2R. Moi, je suis un peu une éponge. Quand je suis entouré de personnes qui ont la banane, qui croient en moi, qui croient en eux, je suis un killer. Je sais que je peux être un killer. Par contre, quand je suis entouré de losers, je peux devenir un loser aussi. C'est ce qui m'est arrivé chez AG2R Mondial, c'est que mes directeurs sportifs ne croyaient pas en moi, ils ne me mettaient pas en confiance, ils n'essayaient pas de mettre de coéquipiers autour de moi et tout, et ça m'a énervé. Je me suis battu pendant 5 mois contre ça, puis à un moment, j'ai baissé les bras, j'ai dit, allez, basta, j'avais plus envie. Ma femme, mon ex-femme de l'époque, quand je partais sur une course de vélo, par exemple, avec Sorce Jason, il était content de retrouver tes copains. Ouais, j'étais content de partir de la maison. J'étais très bien avec ma femme, mes enfants. Hein. J'adorais passer du temps avec eux, mais j'adorais retrouver mes potes. Et là, j'allais chez AG2R Mondial, j'allais à reculons, j'avais pas envie d'aller aux courses.
Donc il y avait un problème, et là, je n'ai pas performé du tout. Et ce qui fait qu'après, les gens, ça faisait déjà 15 ans que j'étais coureur cycliste professionnel, ce qui est très long, une carrière de 15 ans, c'est quand même assez long, mais j'avais que 34 ans. Et là, ce que tu expliques là, Jimmy, c'est extrêmement important. Tu vois, moi, je dis toujours que dans la vie, il faut écarter le moindre parasite. Il y a des personnes qui sont là, qui ne croient pas en toi, qui te parasitent, etc. C'est ce que tu viens vraiment d'expliquer. Là, on a la preuve par A plus B, tu vois. Et en plus, c'est quand même un sportif professionnel qui le dit, un sportif de haut niveau. Jim Rohn, lui, avait écrit, comme on en avait parlé tout à l'heure, a écrit on est la moyenne des 5 personnes que l'on côtoie le plus. Si tu es entouré de 5 personnes qui croient en toi, quand tu es une éponge comme ça, on va te porter, tu vas réussir des choses incroyables. Par contre, si tu es avec 5 personnes qui croient pas en toi, en fait, voilà, tu vas démotiver. Et puis après, comme tu me disais tout à l'heure, tu avais encore les pattes, tu avais encore le niveau, mais tu commençais à plus croire en toi, quoi. Ah oui, complètement. Si j'avais retrouvé une équipe qui croyait en moi, je serais peut-être encore cycliste à l'heure actuelle, va savoir. Mais bon, c'est comme ça, ça a été un passage un peu difficile. Pendant 6 mois derrière, j'étais en colère, j'en voulais à tout le monde. Et, enfin, quand j'allais sur les courses, j'ai dit putain, mais lui, quand je voyais un mec se faire larguer, j'ai dit mais il est nul, putain, je serais 10 fois meilleur que lui. Je critiquais les mecs alors qu'ils sont pour rien. J'acceptais pas. Et puis j'ai fait ma formation de management, coaching et prépa mentale avec Denis Troche. Et j'ai accepté tout ça. Parce que j'ai compris la décision qu'avait pris le manager. Un lâcher prise, Jimmy ? Ouais, j'ai su lâcher prise, j'ai su analyser la situation, la comprendre, et après tu lâches prise et tu te dis, de toute façon c'est comme ça, et puis déjà j'ai déjà fait 15 ans exceptionnels, j'ai vécu des trucs extraordinaires, qu'un gamin de fourrin, j'ai mangé avec l'ambassadeur d'Australie, l'ambassadeur du Qatar, j'ai serré la main du sultan d'Oman, j'ai mangé avec l'émir du Qatar. Il y avait une anecdote avec Jean-Paul II aussi. Ouais, j'étais à une messe à la chapelle Sixtine au début du Tour d'Italie, une messe privative, mais seulement du peloton, quoi. 200 coureurs, c'est ce qu'ils appellent des messes privées. Voilà, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gamins de Montdidier ou de Ham qui aient fait tous ces trucs-là, quoi. Donc j'ai une vie extraordinaire. Bon, on ressent jusqu'au bout, Jimmy. Tu es un gagnant, un sprinter, un mec qui en veut, donc automatiquement, tu vas pas abandonner comme ça, c'est dans ta nature. Donc à un moment, il faut que tu l'acceptes aussi, ça se travaille aussi, quoi. Ah ouais, après, j'ai eu une acceptation de tout ça, et puis je me suis remotivé, je me suis relancé dans le projet avec nos gens, après avec l'armée de terre, pendant 3 ans, ça s'est super bien passé et tout. Et puis depuis 2017, là, l'équipe de l'armée de terre a dû arrêter pour des raisons politiques tout simplement. Et donc là, depuis ce temps-là, je n'ai pas retrouvé encore de boulot parce que j'ai encore envie de travailler dans le vélo. Voilà ma vraie passion. Pour l'instant, je me concentre que sur le vélo en fait. Je ne cherche pas ailleurs parce que... Pas que je ne serais pas bon ailleurs, c'est que je ne connais pas ailleurs. J'ai envie de continuer à vivre dans ma passion. C'est ton univers, ouais, c'est mon univers, mais t'as fait tes peut-être je vais découvrir un autre métier dans lequel je peux m'épanouir et je peux être super bon, c'est sûr. Je peux être super bon dans plein de choses. Il faut juste trouver ma voie. Si je ne la trouve pas dans le vélo d'ici 2 ans, il faudra que je m'oriente sur autre chose. Tu as quel âge, Jimmy, aujourd'hui ? Là, 41 ans. 41 ans, ce qui est extrêmement jeune encore. Oui. Il y a des personnes, par exemple dans le business, après, généralement, les réussites arrivent après 40 ans. Donc imagine tout ce que tu as fait avant, c'est du bénéf, quoi. Ouais. Et puis, comme je dis, pour l'instant, je me concentre sur le vélo, mais du moment où je vais me lancer dans un autre truc, je sais que voilà, je vais me battre et je sais que j'ai le tempérament. Je sais que pour réussir, il faut bosser. Donc, quand je vais me lancer dans le truc, je vais me lancer à bloc et voilà. Mais pour l'instant, je suis concentré sur le vélo. Alors aujourd'hui, Jimmy, tu es présent sur les médias, on peut te voir sur France 3, tu animes tu es comment, présentateur de... En fait, je suis consultant. Avec France Télévisions, notamment pour le Grand Prix de Denain, et les 2 courses des Hauts-de-France, en fait, le Grand Prix de Denain et le Grand Prix de Fourmies. Donc avec Thierry Adam, et donc il y a toujours un journaliste et un sportif. C'est des courses que tu as remporté, le Grand Prix de Denain? Le Grand Prix de Denain, j'ai le record du Grand Prix de Denain, j'ai gagné 4 fois. Fourmies, je ne l'ai pas gagné.
Mais donc, comme... T'es chez toi, quoi. Ouais, je suis vraiment le Grand Prix de Denain, ouais, je suis vraiment chez moi. Et donc, je suis consultant à la base sur ces courses, et ça, je m'éclate à faire ça. Après, j'aimerais avoir un peu plus d'opportunités. Il y a la chaîne L'équipe qui retransmet beaucoup de courses vélo. J'ai pas su être là au bon moment parce que bon, voilà, je suis pas le mec qui appelle sans arrêt pour avoir du taf. Je l'ai fait pour eux. Si ils ont estimé que j'étais bon, c'est à eux de me contacter et pas à moi d'aller pleurer. Donc bon. Mais si ça se représente, c'est un truc que j'aime bien faire parce que tu as des prédispositions au niveau ouais, blabla, tu maîtrises en plus, tu as la vision, parce que c'est vrai qu'on a eu dans le passé des présentateurs, Jimmy dans le cyclisme, qui n'avait pas trop de compétences dans le vélo, tu vois. Maintenant, voilà, c'est clair que du moment où il y a eu Jalabert qui est arrivé, Jackie Durand qui est arrivé sur Eurosport, c'était des cyclistes qui arrivaient vraiment comme consultants, et là ils se sont dit ouais, ça fait la différence. Voilà. On voit que dès qu'on parle de technique, le mec il saura expliquer, et aussi où il faut être bon, c'est que nous on connaît les termes hyper techniques, mais on ne peut pas être hyper technique parce que ce ne sont pas que des grands connaisseurs. Les gens qui regardent le Tour de France, il y a 70% des gens qui regardent le paysage, qui écoutent un peu la course, mais qui regardent le paysage, et 30% de fins techniciens. Donc il faut trouver le bon équilibre pour satisfaire tout le monde. Donc ça c'est un jeu aussi intéressant, et puis après on voit avec le journaliste avec qui on bosse, on voit si les audiences ont été bonnes. Et puis l'année dernière, au Grand Prix de Denain, ils ont été surpris, ça a cartonné. Bon, alors attention, on n'a pas 5 millions de téléspectateurs, hein, mais en même temps, on est en pleine semaine, en plein après-midi, mais on fait des bonnes audiences, donc ça veut dire que ça plaît. Bon, en tout cas, Jimmy, je suis très content de t'avoir reçu. Tu nous as donné un bel exemple à la fois de ton parcours. Tu viens de loin, c'est respectable. Ça, c'est vraiment quelque chose que je respecte et que j'apprécie. Des personnes qui ne sont pas prédisposées, on les attend pas, c'est un peu des outsiders qui deviennent des leaders qui s'imposent, ça c'est magnifique. Je vais te laisser après le mot de la fin, mais je voudrais te dire aussi, je t'en ai parlé, je vais préparer un séminaire, la chaîne sont au courant, et puis j'aimerais vraiment que tu sois présent sur scène pour justement nous reparler de ça, du storytelling, du mindset, et puis être notre représentant, notre sportif de haut niveau, quoi, Jimmy. Ça sera avec grand plaisir parce que moi en plus j'adore rencontrer de nouvelles personnes de plein d'horizons différents, et parce qu'il y a toujours plein de choses à apprendre de chacun. C'est cool. Jimmy, je te souhaite tout le meilleur et puis je te dis à bientôt, et si vous voulez voir Jimmy, vous regardez les prochaines compétitions sur France 3. À bientôt Jimmy. Merci.